29 novembre 2023, l'eurodéputé et militante écologiste Michèle Rivasi décédait soudainement à Bruxelles à l'âge de 70 ans. Les jours suivants, la tribune « Ensemble nous gagnerons », en hommage à l'engagement et au courage de Michèle Rivasi, fut signée par plus de 150 associations, collectifs et personnalités de la société civile. Ces voix poursuivent les combats pour le vivant, la santé et la paix, chers à cette pionnière farouche de l'information scientifique indépendante. Ils, elles, sont les lanceurs d'alerte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, sur Ensemble nous gagnerons, nous faisons connaissance avec Didier Lambert, le président de l'association E3M, Entraide aux malades atteints de la myofascite à macrophages. Bienvenue dans cette série d'entretiens Ensemble nous gagnerons avec des lanceurs d'alerte, des personnalités, des associations en lien avec les combats politiques et citoyens de Michèle Rivasi. Aujourd'hui avec nous, nous avons Didier Lambert, le président de l'association E3M, l'entraide aux malades atteints de myofascite à macrophages. Bonjour Didier. Bonjour Maxence. Alors, c'est peut-être la première fois pour certaines personnes qui vont nous entendre aujourd'hui, c'est peut-être la première fois qu'elles entendent cette expression. C'est quoi le problème? C'est quoi les enjeux par rapport à cette maladie aux malades atteints de myofascite à macrophages E3M? Oui, le nom de notre maladie est un nom un peu difficile à retenir. Je vois à chaque fois que quelqu'un veut la prononcer sur le terme myofasciite, c'est compliqué. Juste pour expliquer, myofasciite, c'est le it à la fin, c'est-à-dire inflammation. Donc c'est inflammation du fascia, qui est l'enveloppe musculaire. Et en fait, c'est une pathologie, c'est un syndrome de fatigue chronique d'origine toxique. Et l'origine toxique, c'est l'aluminium utilisé comme adjuvant dans la plupart des vaccins ou dans la grande majorité des vaccins. Voilà, donc ça c'est, après ce que les gens connaissent sans doute beaucoup plus, c'est la campagne que nous menons et dont je suis le porte-parole, qui est la campagne pour des vaccins sans aluminium. Je crois que le sujet des vaccins aluminiques est quand même assez bien connu par la population française, par les élus, par les journalistes, même si c'est un sujet qui est polémique, mais je pense que nous allons y revenir. Oui, tout à fait. Donc là, c'est quoi justement, ce qui fonde l'action de l'association E3M et puis aussi de cette campagne pour se sortir des adjuvants aluminiques dans les vaccins. C'est quoi le problème? C'est quoi la situation alors? En préparant notre interview, mais il m'a paru intéressant de le faire de manière chronologique. Parce qu'en fait, on commence en 1921, on est maintenant en 2025, pratiquement 100 ans après l'arrivée des adjuvants aluminiques de l'aluminium comme adjuvant dans les vaccins. Qu'est-ce qui s'est passé en 100 ans, en fait? Et la chronologie, elle est intéressante, parce qu'elle va montrer que, au début, pas de problème. Je vais dire pourquoi on rajoute un adjuvant. Les problèmes surviennent, et maintenant, on n'en fait rien. Grosso modo, c'est la synthèse en quelques mots de l'histoire des adjuvants aluminiques. Donc 1921, on découvre que si on rajoute quelque chose aux antigènes dans les vaccins, on va améliorer la réponse de l'organisme. Donc il faut mettre un produit qui va asticoter le système immunitaire. Et donc en 1921, c'est quelqu'un qui travaille dans une entreprise qui va devenir GSK dans le futur, qui découvre que l'aluminium est un excellent produit parce qu'il va stimuler la réponse immunitaire quand on l'injecte en même temps que les antigènes. Et comme c'est un produit qui est bien toxique, l'aluminium, on le sait, et on le sait depuis longtemps, l'organisme va l'éliminer dans les 3 semaines. Voilà, donc ça, c'est la base de la mise en place des adjuvants dans les vaccins et d'adjuvants aluminiques en particulier. Longtemps après, mais il y a eu peu de vaccins qui avaient de l'aluminium, parce qu'on avait aussi, dans les vaccins obligatoires pour les enfants, il y avait aussi le DT polio qui était sans aucun adjuvant, qui fonctionnait très bien, mais je vais y revenir tout à l'heure. On fait un saut dans le temps, 1987, il y a une publication de Flarend et Hem. Hem, c'est le pape des adjuvants dans le monde entier, qui ont travaillé sur 4 lapins. À 4 lapins, ils ont injecté pour 2 lapins un adjuvant aluminique et de l'hydroxyde d'aluminium, et aux 2 autres lapins du phosphate d'aluminium. C'est pour ça qu'après, nous, on a fait un documentaire, l'aluminium, les vaccins et les 2 lapins. Parce que ce sont sur 2 lapins que l'on parle de la sécurité des vaccins dans le monde entier depuis 1987. Et l'étude de Flarend et Hem a montré qu'en fait,
l'aluminium, une partie de l'aluminium injecté allait dans le cerveau de ces deux lapins. Mais qu'une partie aussi, une petite partie, 6 et quelques pourcents, était éliminée par l'urine. Et les conclusions de Flarend, c'était, vous voyez bien, c'est éliminé dans l'urine, donc il n'y a pas de problème. Sur Ah le fait oui, qu'il aille dans le pour cerveau, quelques pourcents près, quoi. D'accord. voilà, oui, mais ça c'était au bout de quelques jours. On sait bien maintenant, avec les travaux qui ont été menés, que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je fais un petit saut dans le temps, mais pas beaucoup. 1993, la docteure Michel Coquet, qui travaille au CHU de Bordeaux, qui est responsable du service d'anapathologie, fait une biopsie musculaire dans le deltoïde, donc dans le gras de l'épaule, parce que c'est ce qu'on pratique quand des personnes ont des douleurs musculaires et qu'on veut en comprendre l'origine. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une pathologie qui est derrière ou pas, myopathie ou autre. Et elle découvre sur cette biopsie un amas noirâtre qu'elle n'avait jamais identifié. Et tous les ans, les anapathologistes de France se réunissent, ils ont une association professionnelle, une organisation professionnelle, elle en parle, personne n'avait jamais vu, et un an plus tard, Romain Guérardi, qui est responsable, qui est neurologue et anapathologiste à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, découvre une deuxième biopsie similaire. Et tout le monde se demande ce que c'est, sachant que ça a été fait chez des personnes qui étaient malades, qui avaient des douleurs musculaires. Donc qu'est-ce qui se passe derrière ça? Il creuse et il découvre en fait, avec de la physique nucléaire près de Bordeaux, que c'est de l'aluminium. Ils comprennent pas pourquoi il y a de l'aluminium à cet endroit-là. Et ils découvrent après, ce que la plupart des gens ignoraient, c'était qu'il y avait un adjuvant à base d'aluminium qui était dans les vaccins injectés. Voilà. Et donc, ils retrouvaient au niveau du deltoïde, donc au niveau du site d'injection du vaccin. 1998, une publication dans le Lancet, 2001 dans le Brain, découverte de la myophasite à macrophage, qui est donc un syndrome de fatigue chronique d'origine toxique, l'aluminium, et qui se manifeste par des douleurs musculaires permanentes, un épuisement permanent et des troubles cognitifs autour de la mémoire immédiate. Alors, quand on parle de syndrome de fatigue chronique, ce qu'on appelle aussi l'encéphalomyélite myalgique, c'est un terme qui n'est pas obligatoirement très approprié. On entend souvent, ah oui, moi aussi, je suis fatigué le vendredi soir. Ça, on l'entend beaucoup. En fait, c'est pas du tout le cas. 96% des gens qui ont une myofascite sont en invalidité. 96%. Dont les trois quarts en invalidité totale. Ah Donc, c'est oui. pas une petite bricole. Ça, c'est la myofascite. Combien est-ce qu'il y a de personnes en France atteintes de cette pathologie? Officiellement, on serait un peu plus de 1000. On pense, d'après les travaux qui sont menés par l'unité INSERM de l'hôpital Henri Mondor de Créteil, que ce sont plutôt plusieurs centaines de milliers de personnes. Voilà. Le delta, il est très, très important. C'est lié en particulier aux déficiences de la pharmacovigilance, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard. Donc, 2008, la date suivante. Le DT polio, qui était donc l'adjuvant, le vaccin obligatoire en particulier pour les enfants, diphtérie, tétanos, polio, qui était sans adjuvant, donc obligatoire de l'injecter pour que les enfants puissent rentrer à l'école, par exemple, sa commercialisation a été suspendue parce qu'il y aurait eu une hausse importante d'allergies graves. En fait, on s'est rendu compte que c'était faux. On a réussi à obtenir les preuves de ce qui s'était passé. Nous avons attaqué au tribunal pour faux, usage de faux et escroquerie. Plainte contre X. 2014, on est en 2025, on est devant la Cour de cassation, elle est toujours en discussion, donc la plainte, elle est toujours là, parce qu'on a les preuves comme quoi il y a eu des utilisations frauduleuses d'un certain nombre de données. Je vais le dire comme ça, le parent. Et donc, ça fait 11 ans que l'affaire dure, en fait, que quelque part, ça fait la sourde oreille, en tout cas. Ah oui, oui, c'est-à-dire qu'il y a eu une instruction qui a duré très longtemps, qui nous a amené vers un non-lieu, confirmé par la Chambre de l'instruction. On a fait appel, la Cour de cassation a cassé en disant vous n'avez pas fait votre boulot. C'est revenu devant la Chambre de l'instruction qui a répondu mais si, on a fait notre boulot en apportant quelques justificatifs. Et donc on est de nouveau devant la Cour de cassation. Donc, mais c'est pas fini l'affaire. Je pense que ça va encore durer un petit moment. 2012-2013. 2012, campagne présidentielle en France. Comme d'habitude, on envoie nos dossiers à l'ensemble des candidats. François Hollande et Marisol Touraine nous répondent, OK, on remettra à disposition des familles pour qu'elles aient le choix des vaccins sans aluminium et on financera la recherche.
sur les adjuvants aluminiques, leur toxicité, etc., et sur les possibilités de les remplacer. Seul problème, c'est que les engagements ne concernent que les gens qui les croient. On connaît bien la formule. Une fois arrivé au pouvoir, il ne s'est rien passé et le financement des recherches menées par Romain Guerardi et son équipe ont été refusés. Je précise juste que le chef de cabinet adjoint de M. Hollande s'appelait M. Macron à l'époque. Et j'ai quand même envie de dire que M. Macron, tout le monde sait qu'il était parrainé par Serge Weinberg au niveau financier pour rentrer auprès de Rothschild, etc. Mais Serge Weinberg était aussi le président du conseil de surveillance de Sanofi. Je referme la parenthèse. Donc, face à ce non-respect de la parole donnée, on a décidé, c'était une assemblée générale de 3e au mois de septembre 2012, on a décidé de faire une grève de la faim. Et on a débarqué au mois de novembre et jusqu'au 21 décembre, on a été en grève de la faim devant le ministère de la Santé avec un certain nombre de soutiens qui nous ont permis de faire durer cette grève de la faim. Je précise que c'était pas une grève de la faim où on mettait nos vies en danger. Par contre, on allait jusqu'au bout de ce que nos capacités nous permettaient de faire. Et quand on était fatigué, quelqu'un d'autre prenait la place. Donc, il y avait en permanence 4-5 personnes en grève de la faim à ce moment-là. On a obtenu le financement de la recherche. Donc, la NSM, voilà, il y a eu un accord le 21 décembre. Hein, c'est un jour très, très précis. Un accord avec le directeur général de la santé, avec un membre du cabinet de Marisol Touraine, avec le directeur général de la NSM. Donc, tout ça, on a les écrits. OK, la recherche sera financée et un comité de pilotage devait se mettre en place à la fois pour bien piloter sur quel domaine la recherche allait porter et aussi pour travailler sur la remise en cause de vaccins sans aluminium. Ce comité de pilotage n'a jamais fonctionné, en fait, ne s'est jamais réuni. Donc la deuxième partie, remise à disposition de vaccins sans aluminium, ne s'est jamais faite, mais le financement est arrivé. Il a fallu qu'on fasse une deuxième grève de la faim en juin-juillet 2013 pour faire en sorte que ce financement soit effectivement versé, ce qui n'était pas gagné parce qu'il y avait on va dire, des forces contraires. Donc 2012-2013, je précise aussi que l'ANR, donc l'Agence nationale pour la recherche, en 2019, a elle aussi commencé à financer des recherches sur l'aluminium vaccinal. Voilà. Alors, on a travaillé aussi sur un plan politique, et c'est là où, en particulier, on a rencontré Michel, mais je crois qu'on y reviendra tout à l'heure, mais Oui, 2014... effectivement, on peut l'aborder maintenant. Hein. Comment avez-vous fait connaissance avec Michel Rivasi et via quel type d'action en particulier, voilà. Ben, en fait, si tu veux, comment, si vous voulez, pardon, comme on a vu le blocage politique qu'il y avait en fait sur ces questions, on s'est dit qu'il fallait qu'on sensibilise l'ensemble de la population, l'ensemble des élus et les médias aussi. Donc, on a lancé une campagne qu'on a appelée Pour les vaccins sans aluminium, et on a demandé à 2 personnes d'être les marraines de cette campagne. Il y avait Michel Rivasi, qui était donc députée européenne à ce moment-là, et Laurence Cohen, qui était sénatrice du Val-de-Marne, où le Henri Mondor a son siège, où est Henri Mondor, qui était par ailleurs, qui est devenu ensuite par la suite vice-présidente de la Commission des affaires sociales du Sénat et qui était au conseil d'administration de la NSF. Donc ce sont les 2 personnes qui ont marrainé la campagne pour les vaccins sans aluminium à partir de 2013 et jusqu'au décès de Michel et jusqu'à ce que Laurence Cohen quitte ses fonctions au Sénat récemment. Donc en 2014, on a lancé cette campagne, on a lancé une pétition citoyenne qui a eu 100 000 signatures. Le professeur Joyeux, après, a pris le relais, il y a eu 1 million de signatures, plus d'1 million de signatures. On a lancé un appel des élus, 90 parlementaires de toute tendance politique ont signé l'appel pour des vaccins sans alu. On a organisé un colloque des parlementaires qui étaient élus à l'Assemblée nationale, hein, on est bien, ou au Sénat, on est bien là-dedans. Oui. C'est ça, oui. Parlementaires français, l'Assemblée nationale et Sénat. Il n'y avait que Michel et sa collègue à Bruxelles. Corinne Lepage. Voilà, Corinne Lepage, ouais, voilà, qui était députée européenne et qui était aussi très
très engagés sur le sujet, mais autrement, c'était les parlementaires nationaux, effectivement, et vraiment de tout parti politique, hein. Hmm. Même si on sait que l'intégralité des élus écologistes à ce moment-là ont signé, mais ils n'étaient pas tout seuls, il y en avait beaucoup d'autres. En même temps, on a organisé à l'Assemblée nationale un colloque, l'expertise internationale nous impose d'agir, où on avait invité des experts du monde entier. Dans le même temps, on a soutenu un colloque qui s'est tenu à l'OPEXT sur les adjuvants aluminiques. En 2017, un colloque s'est tenu au Sénat, l'aluminium dans la vie quotidienne, état des connaissances scientifiques, avec là aussi des interventions de scientifiques du monde entier. Là, on avait élargi le problème, c'était pas que On appelle l'aluminium. ce qu'on appelle des toxicologues, hein, c'est ça, hein, les scientifiques du moins, qui sont spécialisés sur la toxicité d'une substance par rapport au corps humain, quoi. Des endocrinologues, des toxicologues, des gens comme ça. C'est ça, oui. Et que cet aluminium soit dans les déodorants, par exemple, et on connaît le problème avec les cancers du sein, qu'il soit ingéré, et on sait qu'il y a un lien entre l'aluminium et la maladie d'Alzheimer, par exemple. Il y a probablement aussi un lien avec la maladie de Crohn. Il y a une équipe de Lille, de l'Université de Lille, qui travaille sur le sujet. Et il y avait aussi, dans ceux qui intervenaient, le professeur Christopher Exley, qui est le plus grand spécialiste au monde de la toxicité de l'aluminium sous toutes ses formes. Et je le mentionne parce que ce jour-là, en 2017, en octobre 2017, il a annoncé, pour lui c'était au monde entier, et il s'attendait à ce qu'il y ait un écho absolument énorme à ce qu'il allait dire. C'est quelqu'un qui est habitué à analyser le cerveau de personnes malades ou pas, et il sait les quantités d'aluminium qu'on y retrouve. Et à la demande de familles de personnes autistes, il a analysé le cerveau de 4 personnes autistes. Il a retrouvé dans ces cerveaux des taux d'aluminium qu'il n'avait absolument jamais vus. Et très probablement, vu la manière dont l'aluminium était rentré dans le cerveau de ces personnes-là, avec des macrophages, etc., c'est lié aux vaccinations aluminiques. Donc le lien avec l'autisme, il n'est pas encore certain, mais il est très, très probable. Alors, il est certain pour la myofascite, il est probable sur les troubles de l'autisme, il est probable aussi sur un certain nombre de... Alors, sur une partie des troubles de l'autisme, il ne s'agit pas de dire que c'est la cause unique, on sait que c'est souvent multifactoriel. Bon. Probablement aussi en cause dans la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique, les TDAH, les allergies. Donc le champ sur lequel l'aluminium vaccinal est en cause, il est extrêmement large. Je fais un tout petit saut dans le temps. 2018, 1er janvier 2018, l'obligation vaccinale a été élargie à 11 pathologies. Avant, c'était diphtérie, tétanos, polio. Il y en a eu 8 autres. Et maintenant, une de plus. Pour nous, c'est quelque chose d'absolument inadmissible qu'on oblige des parents, des médecins à injecter à leur enfant un produit que l'on sait toxique. C'est juste pour nous quelque chose d'inadmissible. D'autant plus qu'il existe un autre adjuvant qui fonctionne très bien et qui peut prendre la place des adjuvants aluminiques. Je veux parler du phosphate de calcium. L'Institut Pasteur utilisait le phosphate de calcium dans tous ses vaccins de 1974 à 1986. Et après, la branche production a été rachetée par l'Institut Mérieux, les choses ont changé. Voilà, je ne rentre pas dans le détail. Mais il existe un adjuvant alternatif. Et on l'a fait vérifier, on a cofinancé avec la mutuelle familiale une review sur le phosphate de calcium pour nous en assurer. Donc on a un produit toxique, on a de quoi le remplacer, et pour l'instant, et en même temps, rien ne se passe. Voilà. Juste un mot sur ce qui s'est passé en 2016. En 2016, parce que là je dis 1er janvier 2018, élargissement de l'obligation vaccinale. Mais on pourrait nous dire, oui, mais il y a eu une concertation citoyenne avant. Oui, effectivement. Voulue au départ par Marisol Touraine et mise en œuvre par la ministre de la Santé qui lui a suivi, Agnès Buzyn. C'était une concertation qui était pilotée par le professeur Alain Fischer, dont on a entendu parler par la suite, et copilotée par Claude Rambaud du CIS, qui est le collectif interassociatif sur la santé. Ils ont mis en place une concertation citoyenne, il y avait 2 jurys, un jury citoyen et un jury professionnel de santé.
Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, il y a eu quand on connaît un peu le fonctionnement des concertations citoyennes, il y a eu un temps de formation, etc., auquel nous avons concouru. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les jurys? Plus d'aluminium dans les vaccins. Financement de la recherche sur le phosphate de calcium pour pouvoir le remplacer. Financement de la recherche sur les effets graves des adjuvants aluminiques pour pouvoir aussi indemniser les gens derrière. Pas d'obligation vaccinale. Ces 4 sujets à l'unanimité des jurys et des membres du jury. Et non, pardon, garde d'asile, c'était le quatrième point où il y avait unanimité. Et sur l'obligation vaccinale, 75% des jurés demandaient l'arrêt de l'obligation vaccinale. Voilà ce qu'ont demandé les citoyens, puisque c'était une concertation citoyenne. Et le professeur Fischer les gens qui pilotaient la concertation ont fait exactement l'inverse. L'inverse. Voilà. On est encore, il y a le scandale sanitaire qui s'accompagne, pourrait-on dire, d'un scandale démocratique, ou en tout cas, à quoi sert de faire une consultation ou une concertation si ce n'est pas pour suivre les recommandations qui émergent du comité, du jury citoyen, enfin en tout cas du groupe qui fait le travail d'auditionner les experts. Oui, mais on l'avait avec le climat aussi, hein. La concertation sur le climat, c'est du même ordre. Donc, la concertation citoyenne, je pense que c'est un très très bon outil démocratique. Mais le diable se cache dans les détails, sachant que là, c'est pas un détail, c'est qui est-ce qui l'organise, comment on l'organise et à quoi on s'engage. Est-ce qu'on s'engage à suivre ce que disent les citoyens ou est-ce qu'on fait simplement semblant de les écouter puis après on fait tout l'inverse? Voilà. Donc on est on est là-dedans, quoi. Je voudrais juste rajouter aussi peut-être un point. Bon, j'ai dit que la myofasciite d'un macrophage était un syndrome de fatigue chronique d'origine toxique, mais on est en train de découvrir que d'autres syndromes de fatigue chronique d'origine toxique existent, et en particulier pour les malades des implants Essure. Hein, on sait que les implants Essure ne sont pas si sûrs qu'on le pensait, ils ont même été maintenant interdits, ils sont retirés de la circulation. Et aussi le silicone des prothèses mammaires, quand il y a des fuites des prothèses mammaires, ça donne à peu près le même style de pathologie. Et le syndrome de fatigue chronique, qui est connu comme étant en général d'origine virale, il faut maintenant aller plus loin et se dire qu'il y a des syndromes de fatigue chronique avec des gens gravement malades derrière, d'origine toxique. Donc, j'ai cité ces trois-là, mais il y en a certainement beaucoup d'autres. Oui, bien sûr. Ben, sur la question Essure et sur la question des prothèses, notamment PIP à l'époque, avec les fraudes aux prothèses mammaires, c'était des dossiers que Michel Rivasi avait suivis à Bruxelles et avait accompagné. Et ça fait partie des entretiens qui auront eu aussi dans le cadre de Ensemble nous gagnerons, puisque qu'est-ce qui se passe du côté de ces combats-là? Qu'est-ce qui se passe du côté des associations de victimes? Comment ont-elles pu obtenir gain de cause? Où en sont-elles? Ça fait partie de ces contre-pouvoirs citoyens, ou en tout cas de ce tour d'horizon qu'il me semble nécessaire de faire afin que l'on garde en mémoire certains dossiers que l'actualité a tendance à recouvrir du sable de l'oubli, si je puis dire. Voilà. J'ai une autre. Je voulais juste vous dire. Oui, je vous en prie, Didier Lambert, je vous en prie. Dans toutes ces victimes de produits toxiques qui sont liés à des produits de santé, là on est sur des produits toxiques liés à des produits de santé, c'est le même blocage. C'est-à-dire qu'il y a le blocage dans ce qui nous concerne par rapport à l'aluminium vaccinal. On touche au vaccin, donc on a tendance à penser que c'est lié au côté vaccination, mais en fait c'est la même chose pour les implants Essure et c'est la même chose pour le silicone des prothèses mammaires. Je pourrais dire aussi que dans d'autres domaines, le 5FU, qui est un traitement anticancéreux, en fait, au lieu de soigner, détruit des personnes qui ont un déficit particulier dans une enzyme particulière. Je rentre pas dans le détail, mais ils ont les mêmes difficultés. Et je voudrais préciser aussi que j'ai été membre du comité scientifique permanent pharmacovigilance de la NSM pendant 2 ans. J'en ai démissionné en 2021 quand j'ai vu ce qui se passait, que les engagements de tout remettre à plat n'ont pas été respectés par la direction générale de la NSM. Donc j'ai vu comment ça s'est passé. J'ai vu comment ça s'est passé aussi pour l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Enfin, je connais tout ça, quoi. Et je connais les dysfonctionnements de l'Agence du médicament, en particulier sur la pharmacovigilance. Alors, est-ce que vous pouvez, justement, en termes de priorité ou en termes de sujets chauds ou d'urgence qui s'imposent, est-ce que vous pouvez peut-être nous partager
les axes d'amélioration, en tout cas les réformes à faire en matière de pharmacovigilance ou à la lumière de ce que vous avez pu constater, observer par vous-même, vu les dysfonctionnements que vous avez pu vraiment vivre de l'intérieur. La pharmacovigilance, en 2011, c'était l'ARSAPS à l'époque, l'Agence du médicament de l'époque, a décidé d'ouvrir la possibilité que les patients puissent déclarer eux-mêmes leurs effets indésirables. Et nous avons travaillé, 4 associations ont travaillé avec l'AFSAP pour mettre ce système-là au point, et le E3M en faisait partie dès ce moment-là. Comme je viens de vous le dire, j'étais comme représentant des associations de patients au comité scientifique permanent pharmacovigilance de la NSM. J'y suis rentré en ayant eu une discussion avec celle qui allait devenir la directrice générale, comme quoi il fallait remettre à plat toute la pharmacovigilance. Elle m'avait dit OK, on le fera. Et en fait, ça n'a pas été fait. Et j'ai vu ce qui se passait, comment les choses se passaient, et donc j'ai décidé de ne pas cautionner et de démissionner. La pharmacovigilance, il faut toute la refaire. 1 à 10% des effets indésirables sont déclarés par les professionnels de santé. 1 à 10%. Donc si c'est 1%, ça veut dire que, je vais prendre l'exemple du Gardasil, parce que c'est un sujet chaud aussi, les campagnes de vaccination dans les collèges, et les collèges, c'est absolument pas un lieu pour vacciner des enfants. On annonce 846 effets indésirables graves sur la durée de vie du Gardasil 4, le premier Gardasil de 2006 à 2020, 846. Si vous multipliez par 100, ça fait 84 000. Enfin, c'est ça, quoi. C'est ça, la réalité. Donc, quand on entend dire, là, par exemple, je vais reprendre l'exemple du Gardasil, qu'il n'y a pas de problème, en fait, bah, si, il y a un gros problème. Et quand on dit, oui, mais il y a des études épidémiologiques qui montrent qu'il n'y a pas plus de problèmes avec le Gardasil qu'autrement, ce qui est important, et il faut être très vigilant sur la manière de communiquer de l'agence du médicament, il n'y en a pas plus qu'avant. Ouais, mais avant, les gens, ils avaient déjà des vaccins aluminiques. Donc, c'est quoi cette comparaison? C'est un biais scientifique majeur. On ne peut pas dire, si on analyse certaines pathologies après l'injection du Gardasil, il n'y a pas, il est sûr, on ne peut pas dire ça. Donc, ils disent effectivement, dans la communication officielle, quand il y a des publications qui sortent, il n'y en a pas plus qu'avant. Ouais, mais sauf que avant, il y avait aussi des adjuvants aluminiques. Et on voit bien que les taux d'autisme, par exemple, augmentent. Enfin, l'augmentation est exponentielle, on le sait bien. On sait qu'aux États-Unis, c'est maintenant un enfant sur 36 et même un enfant sur 31 dans certains États. Il faut juste bien comprendre ce que ça veut dire, un enfant sur 36, c'est-à-dire que dans chaque classe, il y a un enfant autiste. Voilà, donc tout est à revoir dans la pharmacovigilance. Bien évidemment, on doit prendre en compte les études qui sont menées par des gens indépendants. Nous avons actuellement un procès, enfin on a déposé une plainte auprès de l'Ordre des médecins. Je voudrais en parler juste un mot sur une personne qui s'appelle Dr Domergue, qui est intervenue dans une émission de France Culture pour défendre la vaccination en général et en disant il n'y a aucun problème et avec l'aluminium il n'y a aucun problème, etc. C'est juste faux. On a répondu par une lettre ouverte à France Culture qui ne nous a pas répondu. Ça, c'est un autre sujet. La docteure Domergue, elle est membre d'Infovac, qui réunit un certain nombre de pédiatres qui diffusent l'information sur les vaccins auprès de leurs collègues pédiatres et de beaucoup de généralistes. Les conflits d'intérêts d'Infovac et de son réseau, 18 millions d'euros sur les 5 dernières années. Je répète, 18 millions d'euros. Ils ont touché de la part des établissements de santé. Pardon? Ils ont touché de la part des labos. De la part des labos. Oui, oui, oui. Donc, on a fait un dossier, il est disponible, vous pouvez aller sur notre site vaccinsansaluminium.org, on a mis tout ça, on a tout publié, on a publié le détail de ce que chacun des membres du réseau avaient touché, de leurs partenaires associatifs, etc. 18 millions d'euros sur 5 ans par l'industrie pharmaceutique. Et après, ils vont nous dire que non, mais il n'y a pas de souci. Et bien évidemment, c'est bien d'intérêt.
alors qu'ils doivent être déclarés quand ils passent dans les médias, ne sont pas déclarés. C'est sur ce point-là qu'on a attaqué la docteure Domergue. Très bien. Alors, comment soutenir E3M et comment augmenter l'impact de l'action de l'association? Mais comment nous soutenir? C'est déjà de relayer tous nos messages. Nous avons recruté parce que nous pensons qu'en ce moment, il est majeur de bien communiquer, largement communiquer sur le sujet. Donc, nous travaillons avec une professionnelle de la communication qui nous a rejoint. Donc, relayer les informations qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, diffuser le lien de notre site internet parce qu'il y a beaucoup d'informations. On est en train de le mettre à jour, il sera mis à jour d'ici la fin de l'année. Et puis après, l'argent, c'est le nerf de la guerre, hein. On va pas se cacher, on est en guerre contre ce système qui détruit les gens plutôt que de les protéger. Donc, on a 3 procédures en justice en cours. Le DT Polio, j'en ai parlé, hein. La plainte pour faux usage de faux et escroquerie qui est toujours en cours. On va en cassation. Vous imaginez les coûts d'avocat derrière. J'ai parlé de la plainte contre Madame Domergue. On a aussi une procédure contre Google. Il faut pas avoir peur d'y aller aussi. Ça nous semble important quand ils nous censurent le documentaire scientifique dont je parlais tout à l'heure, l'aluminium, les vaccins et de lapins. Quand ils censurent les interviews qu'on a pu faire du professeur Christopher Exley, qui est la référence mondiale sur la toxicité de l'aluminium. Oui, c'est une atteinte à la liberté d'expression et donc on est en procès contre Google. Ces actions en justice coûtent cher, bien sûr. Et puis, on soutient la recherche, parce que si on n'est pas là, ben, les choses avancent pas obligatoirement aussi vite qu'on le souhaiterait. Et donc, des actions de communication. Donc, ben, c'est clair que l'argent est le nerf de la guerre et on a besoin financièrement d'apports conséquents. Merci beaucoup Didier Lambert pour cette présentation. Merci pour votre engagement hein, de longues années malheureusement, mais nécessaire et pour le soutien que vous pouvez apporter aux victimes. Voilà, ensemble nous gagnerons. Merci Maxence.